grand débrief des annonces hier soir réalisées par Apple, par toute l'équipe de Tim Cook. Beaucoup d'annonces, mais en particulier une évidemment, ce casque de réalité augmentée qui était très attendu et qui a permis à Apple d'inventer un nouveau concept, l'informatique spatiale. On va voir un petit peu ce qu'il faut retenir de ces annonces et puis surtout ce qu'on en pense avec mes experts. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net. Bonjour Éric. Bonjour. Et Jafar El-Alami, dirigeant de Saiki. Bonjour. Vous êtes deux experts dans des domaines très différents, tous les deux, et je pense que tous les trois, on va avoir plein d'avis très partagés sur ce qu'on a vu hier soir depuis la Californie. Et on va commencer cette émission, je vous l'ai dit dans le sommaire, avec une nouvelle directive qui est en préparation du côté de Bruxelles. C'est la Commission européenne qui va la présenter dans quelques jours. Bonjour Richard Boutet. Bonjour. Vous êtes le responsable des affaires publiques au sein de la FinTech Bridge. Vous avez participé aux discussions sur cette nouvelle réglementation attendue ou pas. On parle d'une DSP3 qui chasserait enfin la DSP2 si difficile à mettre en œuvre. Exactement, c'est un texte qui est très attendu, puisque la DSP2 a posé un principe très important, qui est le principe de l'open banking, c'est-à-dire la possibilité pour de nouveaux acteurs de proposer des services d'accès aux comptes bancaires avec en contrepartie un très haut niveau de sécurité. Ça, c'est un principe qui a été posé par la DSP2. Donc, principe positif, ouverture à la concurrence, ça a permis au secteur des fintech de se déployer, notamment à Bridge. Exactement. Mais alors, où est le mais ? Le mais, c'est que le principe est très large, mais pas très bien défini dans son application. En fin de compte, la DSP2 a posé ce principe, qui est juste un principe sans aller dans les détails. Et évidemment, le diable est toujours dans les détails. Très concrètement, nous, Bridge, donc nous, FinTech, avons besoin d'avoir accès à ces API bancaires et on a trop souvent des difficultés de performance du côté des API bancaires. Mais pourquoi précisément ? Parce que les API ne sont pas définies dans le cadre de la DSP2. Et donc c'est pour ça que nous espérons, nous souhaitons et nous avons travaillé avec la Commission européenne pour que ce texte, la DSP3, revienne plus précisément sur ce que sont ces API, ce service qu'elles doivent fournir très précisément. Donc c'est vraiment des questions de performance. Et ça veut dire que l'enjeu, c'est de pouvoir créer davantage de nouveaux services financiers ? Exactement. En tout cas, aujourd'hui, on est encore un peu freiné. On est en tout cas freiné par déjà les banques, les établissements financiers classiques. On est déjà freiné dans la performance de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des bonnes API de bonne qualité pour pouvoir faire notre travail. Et plus l'API sera bonne, plus on pourra créer des services au service des entreprises. Donc c'est pour ça que la DSP3, ce sera plutôt une évolution qu'une révolution. Pas de révolution parce qu'on garde ce principe, évidemment sur lequel on est tout à fait d'accord. On est très supportif évidemment de cette ouverture avec l'open banking. En revanche, une évolution qui est nécessaire parce que l'application est quand même assez difficile au quotidien. Mais alors cette DSP2 sur les paiements, elle était aussi là pour sécuriser les transactions à un très haut niveau. Est-ce que la DSP3 change quelque chose là-dessus ? Alors, ça, c'est le côté positif de la DSP2 qu'on retrouvera dans la DSP3, c'est que le niveau de sécurité qui a été mis en place avec ce qu'on appelle l'authentification forte a vraiment fonctionné. C'est-à-dire que le niveau de fraude... Enfin, même si l'expérience utilisateur, elle, franchement, parfois, elle est très laborieuse. Je suis d'accord, ça a été une habitude à prendre, mais je pense que maintenant, depuis plus de 3 à 4 ans, les consommateurs ont compris ce que c'était que l'authentification forte et qu'il fallait répondre soit à des questions, soit à des cryptogrammes, enfin bref, un certain nombre de choses. Et donc, cette sécurité, elle est en place et elle fonctionne surtout puisqu'on voit que les taux de fraude sont beaucoup moins importants sur les virements que sur les cartes bancaires comme comparaison. Donc là-dessus, pas de modification ? Pas de modification sur le principe de l'authentification forte et son application. Et quand on parle de services innovants, est-ce que ça veut dire que ça va surtout bouger du côté des wallets, des cryptos ? Ça peut bouger déjà dans ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire comment accéder encore mieux à ces données bancaires et comment est-ce qu'on peut travailler sur ces données bancaires. Et à partir de là, vous avez tout à fait raison, on peut imaginer une foultitude de services différents et innovants. Je fais confiance à toutes les fintechs pour avoir plein d'idées pour faire les choses. Et le texte qui va être présenté donc le 28 juin, je crois, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Correspond à ce qu'attend le marché ? En tout cas, c'est ce que Bridge a fortement recommandé et souhaité auprès des institutions. On a eu tout un travail avec la Commission européenne en particulier, mais aussi avec les institutions françaises, pour pouvoir expliquer comment ça se passe pour nous avec la DSP2 et qu'est-ce qu'on aimerait changer dans la DSP3. Donc il y a eu un vrai travail. Alors je ne suis pas dans le stylo qui va rédiger la dernière phrase du proposition de texte, mais en tout cas les problématiques qu'on a fait remonter auprès des autorités, auprès de la Commission européenne ont été vraiment entendues. Et les freins ont été levés ?
selon vous? Je pense que les freins vont être, en tout cas, ils ont été bien identifiés, D'accord. les solutions ont été proposées, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir dans ce texte. Et alors, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, comme vous l'avez dit, le texte va être présenté, mais ça ne veut pas dire que le texte va être tout de suite en application, puisque c'est donc un texte, une proposition réglementaire présentée par la Commission européenne, et puis qui ensuite doit être votée et par le Parlement européen et par le Conseil des ministres européens. Donc ça veut dire que ce Et texte ensuite, il y a DSP3, aussi tout le temps de la mise en application. exactement, vous avez tout à fait raison. Enfin, en La conformité. DSP3, c'est, soyons honnêtes, 2025. C'est-à-dire que ce n'est pas pour demain ni après-demain. Et donc, on a quand même besoin que ça fonctionne au quotidien. C'est pour ça qu'on a un discours quotidien, parfois un peu musclé avec les banques, pour justement trouver des solutions sur les API et les problèmes que nous avons avec les API. Et qu'est-ce que ça va changer pour elles, pour les banques? Ben, je pense que ça va leur rappeler très clairement quelle est la réglementation. Oui, mais elles aussi, ça va peut-être un petit peu leur compliquer la tâche, non? Ben, je pense qu'elles ont déjà créé les infrastructures avec les API, ce qu'on appelle les API DSP2, c'est-à-dire ces API qui ont été obligés d'être mis en place avec la réglementation. Donc maintenant, donc je veux dire, techniquement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de frein technique. L'architecture est là. Si les banques veulent que ça fonctionne, elles peuvent le faire sans aucune difficulté. D'accord. Après, c'est le temps de s'adapter à cette nouvelle concurrence qui arrive. C'est clair. Mais la concurrence, c'est toujours bon pour tout le monde. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il est intéressant de voir que les banques, avec, en parallèle de ces API DSP2 mis en place dans le cadre de la DSP2, sont en train de créer aussi elles-mêmes des API qu'on appelle des API business, c'est-à-dire des API sur lesquelles elles ont la main, sur lesquelles elles mettent d'ailleurs ce qu'elles veulent, puisqu'elles échappent au cadre de la DSP2, et avec qui elles contractualisent avec les acteurs qu'elles souhaitent. Donc ça prouve que quelque part, elles trouvent aussi que cet accès aux données bancaires, ces nouveaux services sont intéressants et peuvent permettre de créer du business. Bon, mais Richard, quand on fait des promesses en disant, alors voilà, parce que ça va permettre plein de nouveaux services hyper innovants et donc tous les usagers vont être ravis, il faut nous donner un petit peu plus de billes parce que un des risques, c'est que finalement vous accédiez aux mêmes facilités que les établissements bancaires installés et qu'on se retrouve finalement tous avec les mêmes services, les mêmes prix, la même chose. Mais comment est-ce qu'on s'assure que ça va vraiment bouger? C'est ça qui est l'intérêt, c'est que le marché est toujours plus fort que la réglementation. Donc ça, je fais confiance absolument à toutes les fintechs pour trouver des choses, des facilités d'usage. Après, chaque fintech est maître de son architecture, de la façon dont elle présente et des services complémentaires qu'elle peut proposer. Donc, pouvez-nous dire par exemple là aujourd'hui ce que vous ne pouvez pas faire que vous pourrez faire demain? Eh bien, tout simplement, on a trop souvent des difficultés pour avoir, avec nos API DSP2, donc c'est-à-dire des API qui ont été créées dans le cadre de la directive DSP2, les mêmes informations qu'un utilisateur peut trouver sur une application mobile. Or, la réglementation est très claire, ce qu'il y a dans l'API DSP2 doit être exactement ce qu'il y a sur l'application mobile de la banque. Donc il faut qu'on puisse avoir exactement cette parité d'informations. Bon, très bien, on va suivre ça avec vous. Richard Boutet de Bridge, merci beaucoup pour vos explications. Éric Le Bourlou, Jaafar El Alami, tenez-vous prêts, c'est parti pour le débrief des actus d'hier annoncés par Apple.